Alors, bienvenue à tous, bienvenue à tous les participants. Nous sommes à la 4e journée du premier colloque international de l'actuariat francophone. Et je voudrais déjà remercier l'Institut des actuaires pour cette très belle initiative. Je suis Lewis Adjamarin, je suis acteur du secteur des assurances depuis plus d'une dizaine d'années, notamment sur la tarification, le provisionnement, le développement commercial, la réassurance, à travers les compagnies telles que Allianz SE à Munich en Allemagne, NC Avia Assurance au Bénin et actuellement à l'Africaine Vie Bénin. Et je suis également secrétaire général de l'Association pour la promotion des sciences actuarielles. Et parlant de l'Association de la promotion des sciences actuarielles qui co-organise cette table ronde de cet après-midi, c'est une association qui s'investit dans la formation de professionnels en actuariat et d'actuaires depuis 2006, en Afrique, notamment au Bénin, à travers l'Institut supérieur de management à Donaï, le département de mathématiques de l'Université d'Abomey-Calavi, avec des universités partenaires comme l'Université LMU de Munich en Allemagne, l'Université KU Leuven de la Belgique. Et depuis donc plus d'une quinzaine d'années, elle fournit quand même des professionnels sur tout le marché de la zone CIMA, notamment au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Togo, pour ne citer que ceux-là. Alors, nous sommes ce soir avec vous pour échanger sur le thème de risque de solvabilité des compagnies d'assurance vie dans la zone CIMA, dans le cadre de l'implémentation de la provision globale de gestion. Et j'ai l'avantage d'être le modérateur de cette table ronde et où je vais d'ailleurs vous introduire les différents intervenants. Landry, bonsoir. Bonsoir. Je te laisse te présenter aux participants. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir les participants. Je me nomme Landry Degla. Je suis président de l'Association pour la promotion des sciences actuarielles qui est basée au Bénin. Il faut dire que l'association existe depuis 2010 et comme Lewis a essayé de brièvement le présenter tout à l'heure, nous essayons de fournir des cadres en actuariat et en mathématiques financières à travers la zone CIMA et je dirais tout le marché mondial également, puisque nous avons des partenariats avec beaucoup d'universités à travers le monde. Au-delà de ça, je suis également en poste à Sanlam Assurance du Bénin, où j'occupe le poste de contrôleur de gestion. Il faut dire qu'au cours de ma jeune carrière d'actuaire jusqu'à ici, j'ai eu à travailler avec tout ce qui est en rapport avec la tarification de produits, que ce soit en assurance vie ou non-vie, et tout ce qui est en rapport avec la modélisation et la gestion des risques. Donc, c'est un peu tout ce que je pourrais dire brièvement là en ce qui concerne ma personne. Je vous remercie. Merci Landry. Bonsoir Dewele. Dewele depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Ok, oui, bonsoir. Alors, je te laisse te présenter aux participants. Ok, je suis Dewele Kwaku, chef de brigade des courtiers et au niveau de la caisse de retraite des agents du Trésor, je suis membre du conseil de surveillance. Je suis également membre de le point focal de la Côte d'Ivoire au niveau de la CIMA par rapport aux aménagements réglementaires qui sont en cours en partenariat avec l'AFD. Au niveau national, dans le cadre de l'évaluation sur le blanchiment des capitaux, je suis le président du groupe Assurance. Bon, c'est ce que je peux dire pour le moment, c'est bon. Merci. Merci Dewele. Bonsoir Frise. Oui, bonsoir Lewis. Alors moi c'est Frise. Voilà, c'est Frise Totin, actuel de formation. Alors, donc j'ai opéré sur le marché béninois pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, je suis dans la consultation actuarielle et également dans le domaine de la fintech. Merci. Merci Frise. On a notre ami Imad du Maroc. Bonsoir Imad. Bonsoir à tous. Premièrement, ravi d'être parmi vous dans
dans ce premier colloque international de l'actuariat francophone et merci aussi d'avoir m'invité pour animer ces tables rondes de cet après-midi avec mes différents collègues. Donc, je suis Ahmed Dialouane, je suis actuaire de formation du Maroc. Donc, j'ai eu ma carrière au sein d'AXA Assurance Maroc il y a quelques années et actuellement, j'occupe le poste de directeur technique en charge des différentes activités actuariat, vie non-vie, que ce soit produits, tarification, provisionnement. Aussi, j'occupe aussi les activités de réassurance, que ce soit des entités d'AXA Assurance Maroc ou bien les entités CIMA du groupe AXA, ainsi que tout le volet du pilotage technique et du monitoring. Après, j'occupe aussi, à partir de cette année, la fonction actuarielle. Je suis l'actuaire en chef, représentant vis-à-vis du groupe AXA au sein d'AXA Assurance Maroc dans le cadre des exigences de la solvabilité 2. Merci à tous. Merci Imad. Senabou, bonsoir. Bonsoir Lewis, bonsoir tout le monde. Donc, je me présente, je suis Senabou Yodé, je suis titulaire d'un diplôme d'études supérieures économiques en actuariat par le biais du Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Donc, j'ai également le DESS ingénierie mathématique de aide à la décision de l'ISFA. Concernant mon parcours professionnel, donc j'ai débuté ma carrière chez Generali, donc, où j'ai une expérience de 10 ans et donc, le dernier poste que j'ai occupé chez Generali, c'était le poste de responsable d'études actuariat à la direction offre et développement de produits. Chez Generali Patrimoine, très exactement. Et donc ensuite, j'ai rejoint Sanlam Assurance Vie Côte d'Ivoire, donc à l'époque Paulina en 2010. Et donc, et je suis actuellement depuis avril 2016 directrice générale adjointe et à Abidjan. Donc, c'est un honneur pour moi de participer à cette conférence. Parfait, merci Senabo. Bonsoir Claude, depuis la France. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis Claude Chassin, je suis membre de l'Institut des actuaires français, également membre de l'Institut des actuaires anglais. En France, je siège au conseil de l'Institut des actuaires. Je vais faire un petit peu de publicité pour Actuel, qui est un réseau féminin que j'ai fondé au sein de l'Institut des actuaires il y a quelques années. Et puis, bon, à côté de ça, ce qui m'occupe le plus, quand même, c'est que je suis associée au sein du cabinet Deloitte et j'ai en charge le secteur de l'assurance en France, en Afrique francophone et dans quelques pays européens. Et ce soir, je suis ravie d'être avec vous. Merci, merci à tous. Alors, nous venons de faire le tour des différents intervenants. Tout de suite, nous allons entamer avec la présentation de Landry et Frise pour planter le décor. Et suite à cela, les différents intervenants vont intervenir sur des questions spécifiques. Et enfin, on pourra répondre aux différentes questions que les différents participants qui nous suivent vont nous laisser dans le chat. Landry, tu as la parole. OK, merci à nous. Et bonsoir à tous les participants à travers la francophonie et aux autres panélistes présents avec moi. Je pense que c'est un honneur d'avoir eu à participer à l'organisation de ce premier colloque francophone avec l'Institut des actuaires et au nom de l'Association pour la promotion des sciences actuarielles basée au Bénin, je les en remercie. L'honneur, il est encore plus grand de présenter sur une thématique très d'actualité de la zone CIMA, qui est le risque de solvabilité des compagnies d'assurance vie dans le cadre de l'implémentation de la provision globale de gestion. Donc, lors de cette présentation, je serai accompagné de Frise Totin. Et de façon générale, ce que nous allons essayer de faire, c'est déjà de donner un aperçu de ce que la zone CIMA représente.
Et puis, l'accent sera brièvement mis par Christotin sur la définition en elle-même de la provision globale de gestion et les méthodes de calcul que le régulateur impose. Et pour terminer, nous aurons à parler du risque que représente le provisionnement de ces provisions particulières pour les compagnies de la zone CIMA. Donc, pour commencer, il faut… Louis, s'il te plaît, diapo suivante. Pour commencer, il faut dire que la CIMA, c'est un acronyme pour la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. C'est donc un organisme communautaire qui a pour mission de réguler le marché des assurances dans les pays membres. À l'origine, c'était une conférence entre la France et des anciennes colonies françaises. Mais depuis le 10 juillet 1992, ce n'est plus le cas. Et la CIMA est essentiellement composée de pays francophones, à savoir 15 pays. Donc, il faut dire qu'en termes de chiffres, la CIMA en 2019, c'est pratiquement 185 compagnies d'assurance et 19 compagnies de réassurance qui sont agréées. C'est environ 1,9 milliard d'euros de primes émises avec une progression moyenne sur les 3 dernières années de pratiquement 5%. Donc, pour un peu dire, c'est vraiment un marché en plein essor. En termes de total au bilan pour pratiquement toutes ces compagnies-là qui sont dans la zone CIMA, en 2019, on était à environ 5 milliards d'euros. Et en termes de placement, à fin 2019, on avait dépassé le palier des 3,6 milliards d'euros. Donc, la CIMA, c'est quand même une grande zone avec plusieurs pays. Et le régulateur, pour faciliter la gestion de ce marché, a élaboré un code qui est pratiquement composé de 8 livres. Et ces livres essaient de mettre de façon générale et spécifique l'accent sur tout ce qui est technique, principes comptables et financiers. Et également, récemment, il y a eu l'instauration des livres en rapport avec la microassurance, puisque nous sommes un pays où les populations sont pratiquement en majorité à faible revenu. Et aussi une régulation qui a été mise sur la réassurance pour faciliter le développement de la réassurance au niveau de la zone. OK, merci Lewis. Diapo suivant, s'il te plaît. Donc, c'est logiquement que dans son article 334, le code essaie de définir la provision globale de gestion. Et il faut dire qu'elle a été déjà introduite en 2016 et également modifiée en 2018. Et le code définit la provision comme étant une provision technique sur tout ce qui est contrat d'assurance vie et de capitalisation et qui est destinée à couvrir les charges de gestion et d'acquisition futures sur les contrats qui ne sont pas couverts. Donc, la motivation que la CIMA a essayé d'avancer pour permettre l'instauration de cette provision, qui est avant tout une provision prudentielle, c'est de permettre que les compagnies de la zone CIMA puissent à tout moment faire face aux charges futures probables qu'elles peuvent encourir pour la gestion de tous les contrats qu'elles ont en portefeuille, même si elles devaient éventuellement cesser de recouvrir des primes ou d'être opérationnelles. Pour tout ce qui est en rapport avec le calcul de la provision de gestion et les méthodes ainsi que les dispositions transitoires entourant la réglementation relative à cette provision, je vais laisser la parole à Christotin. Je vous remercie. Merci, Landry. Alors déjà, on va voir un peu la méthode de calcul qui a été énoncée par notre autorité de régulation en son temps. La méthode, il faut dire qu'elle a changé. Il y a eu d'abord une première méthode et je dirais un peu tout le monde s'est affolé parce que les montants qu'on trouvait avec cette provision a été tellement élevés que plusieurs compagnies, si elles devraient le provisionner, ça serait directement mettre la clé sous la porte directement. Alors, la première méthode, c'était quoi? C'était de prendre d'un côté, voilà, comme ressource. Louis, s'il te plaît, tu peux aller au diapo, avance là. Avance. Voilà. Donc, la première méthode, c'était un peu de prendre comme ressource tout ce qu'on avait sur
le produit, c'est-à-dire les chargements de gestion, les chargements d'acquisition. C'était ça la ressource. Et ensuite de cela, comme charge, il fallait considérer les frais généraux et les commissions payées. Donc, la différence entre les ressources et les charges permettait d'obtenir ce qu'on appelait le dépassement moyen. Donc, ce dépassement moyen-là sur le produit, il fallait donc l'actualiser sur la période, la durée restante des contrats, on va dire. Donc, en d'autres termes, pour traduire ça en langage plus simple, la CIMA voulait, voilà, prendre ce dépassement-là, ce gap entre les chargements vraiment qui sont directement liés à la gestion, les charges qui sont directement liées à la gestion, ce dépassement et pouvoir dire, OK, les compagnies d'assurance provisionner ce montant-là pour pouvoir faire face à la gestion future. Alors, tout de suite, on a eu en moyenne sur le marché sur lequel j'opérais dans le temps, les montants étaient pratiquement égaux au capital social. Ça veut dire que les actionnaires, fallait mettre de nouveau la main à la poche et faire opérer une recapitalisation si on devrait provisionner cela. Donc, après, sur études, il y a eu une nouvelle méthode qui a été retenue. Et la méthode qui a été retenue, c'est quoi? C'est de dire au niveau des ressources, au lieu de considérer uniquement les chargements qu'on récupère sur les primes des assurés, il fallait aussi considérer les produits financiers. Alors, c'était très important parce qu'on sait que dans nos portefeuilles, surtout en Afrique de l'Ouest, là, ce n'est pas sur les autres marchés, surtout en Afrique de l'Ouest, on a énormément de produits d'épargne, de capitalisation, et on sait que si on devrait prendre juste les frais de gestion qu'on récupère sur nos primes, ça ne pouvait pas couvrir la gestion. Donc, en intégrant les produits financiers, on est arrivé à des montants un peu plus, on va dire, un peu modérés. Toujours est-il que c'est toujours élevé pour certaines compagnies d'assurance. Voilà. Donc, diapo suivant, s'il te plaît. Voilà. Donc, il y a eu une période transitoire. La période transitoire, c'est la période pendant laquelle il fallait appliquer cette nouvelle méthode et également faire une compensation entre les catégories de produits sur lesquels on a un gain, on va dire, où ce dépassement-là est en plus et les catégories de produits sur lesquels ce dépassement est en moins. Ça veut dire qu'on a sur le portefeuille sur lequel spécialement moi j'étais, on avait un petit gain sur les produits mixtes, voilà, et sur les produits d'épargne, c'était un peu déficitaire. Alors, la CIMA nous a permis quand même, sur cette période transitoire de 5 ans-là, de pouvoir faire une compensation. Donc, j'ai d'un côté des plus, de l'autre côté des moins. Donc, je prends la somme de ces plus et de ces moins pour pouvoir retenir ma provision globale de gestion. Mais à l'issue de cette période, ce qui est dit dans les textes, c'est qu'à l'issue, Lévi, s'il te plaît, avant ça, voilà, ce qui est dit, c'est qu'à l'issue de cette période-là, il n'y aura plus cette compensation. Ce qui fait que si j'ai des dépassements en plus, ben, je ne pourrai plus les faire jouer sur les catégories de produits sur lesquels je suis vraiment en moins. Ça veut dire qu'à l'issue de ces 5 ans-là, des compagnies vont se retrouver d'une année à une autre à un boom également de provisionnement si ils n'avaient pas directement pensé à une méthode de lissage progressive de leurs provisions. Alors, comme impact, Lévi, s'il te plaît, diapo suivant. Comme impact directement, il faudrait voir cela à 2 niveaux. Donc, premier impact, déjà, on aura la fin de la méthode de compensation. Donc, ça va occasionner forcément un provisionnement beaucoup plus élevé et forcément, les compagnies d'assurance devront aller trouver les ressources, les actifs pour pouvoir couvrir ces différentes charges-là. Ceux qui voilà, ne pourront pas couvrir directement, ils seront en sous-couverture de leurs engagements. Mais il faut voir l'impact quand même à 2 niveaux parce qu'il n'y a pas que les compagnies qui ne peuvent pas se permettre de très bien provisionner. Il y a des compagnies également qui
de par ce provisionnement-là, vont renforcer, on va dire, leur solvabilité, voilà, vis-à-vis de leur gestion. Donc, voilà un peu rapidement présenter le décor sur la provision de gestion. Lewis, je te retourne la parole. Je crois que ton micro est toujours coupé, Lewis. Désolé. Merci à Landry, merci à Freeze pour avoir planté le décor. Déwélé pourra nous dire un peu plus sur la pertinence de la constitution de cette provision pour les compagnies vie en général. C'est vrai que de sa définition, elle correspond à l'ensemble des charges de gestion et d'acquisition sur les contrats futurs, sur les contrats qui ne sont pas couvertes par d'autres ressources par ailleurs. Mais est-ce que cette définition suffit-elle à prouver sa pertinence pour les compagnies vie en général et notamment dans la zone CIMA où nous venons de traverser les réformes d'augmentation de capital social et tout. Déwélé, est-ce que de ton regard de superviseur, on pourrait aborder la question sur ce volet? OK. Merci beaucoup, Lévis. Et je pense que avant de répondre à la question, j'aimerais vraiment remercier les organisateurs de m'avoir associé vraiment à ce panel. Et la question, elle est fondamentale. Mais avant même de rentrer dans le vif du sujet, il faut rappeler pourquoi est-ce que le contrôle même existe. Il faut pouvoir comprendre le rôle du régulateur et des superviseurs. Il faut savoir que dans le cadre particulier des assurances, le contrôle est fait pour protéger les assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance. De ce point de vue, tous les régulateurs au niveau mondial, les problématiques que les gens cherchent à résoudre dans un premier temps, c'est d'abord définir des règles prudentielles qui encadrent ce qu'on appelle les risques connus et par la suite définir également des règles qui vont encadrer les risques inconnus. Les risques connus, c'est par exemple, vous savez qu'à la fin, vous allez payer une prestation. On va vous demander de doter des provisions pour couvrir des provisions qui vont vous permettre de faire face à ces prestations demain. Ça, c'est des risques connus. Et donc, vous constituez les provisions, vous devez avoir des actifs aussi en face pour pouvoir faire cette couverture. Les risques inconnus, c'est tout ce qui peut survenir comme les dérives qu'on ne peut pas prévoir, ce qu'on peut appeler les phénomènes de queue. Dans ce cas, on va vous demander d'avoir des fonds propres nécessaires. On va définir des règles prudentielles sur les fonds propres pour que, en cas de survenance de ce type de risque, vous puissiez quand même résister, vous ayez une capacité de résilience. Et donc, une fois qu'on a compris, en fait, ces éléments, on pourra maintenant venir sur la question de la provision globale de gestion et de sa pertinence. En réalité, quand vous regardez la définition de la provision globale de gestion, si on veut faire plus simple, c'est parce qu'on sent qu'il y a un risque de déséquilibre entre les chargements prévus dans le contrat et puis les frais réellement exposés. Et ce déséquilibre-là ne rentre pas dans le cas d'un risque inconnu, mais rentre dans le cas de risque connu. À partir de ce moment, si il arrive, on sent qu'une charge probable peut être un peu nette, à ce moment, il faut pouvoir créer une provision pour tenir compte de ce fait et pour que les compagnies d'assurance puissent avoir à côté des éléments pour aussi tenir. L'autre élément, c'est qu'il y a des principes comptables qui viennent se greffer à toutes les mesures prudentielles qui sont prises. Et au niveau des principes comptables, la prudence voudrait que les charges prévisibles et estimables, voilà, puissent être provisionnées. Bien, ça, c'est du point de vue législation. Mais l'élément le plus important qui, moi, me fascine avec cette provision globale de gestion, en réalité, je peux dire que c'est l'une des rares provisions en fait, qui contient toute l'information. Ça veut dire quoi? Ça, c'est en tant que data scientist que je suis en train de parler. La provision globale de gestion nous permet de voir l'activité dans son ensemble et puis de comprendre un peu les problèmes qui se posent. Parce que dans la vérité, l'activité d'assurance est de 2 dimensions et ces 2 dimensions sont fondamentales. Il y a l'activité d'assurance traditionnelle que vous connaissez, souscrire les contrats, payer les prestations.
Mais à côté, l'assureur étant quelqu'un qui vend une promesse, on vous dit que la promesse étant une dette, il va mobiliser des ressources. Et à partir des ressources qu'il mobilise, une deuxième activité, et non des moindres, naît au niveau de l'activité d'assurance, qui est l'activité financière. Donc, l'assureur va aller faire des placements sur les marchés financiers, surtout pour les assureurs, pour pouvoir faire face à un certain nombre de leurs engagements. Donc, la provision globale de gestion a ce mérite-là de nous montrer, en fait, comment est-ce que la société est gérée, est-ce que la société comprend bien les deux rôles, c'est-à-dire l'activité traditionnelle et l'activité financière. Est-ce qu'au niveau actuariel, au niveau des techniques, les chargements sont bien implémentés ou bien sont bien calibrés? Est-ce qu'au niveau commercial, la politique commerciale, est-ce que la politique commerciale est efficace parce que la société arrive à atteindre au moins la taille critique de telle sorte que les chargements de gestion puissent faire face aux frais réellement exposés? Ou bien est-ce que la direction managériale a vraiment cette conscience que l'activité d'assurance, ce n'est pas un seul pilier, mais les deux piliers? Et donc, comment est-ce que la société est gérée? Et toutes ces informations se résument en fait dans la détermination de la PGG. Et quand vous les analysez, les blocs, vous voyez transparaître tous ces éléments. Donc, voici des aspects qui font que la provision globale n'est pas même, je ne parle pas de pertinence simplement, mais elle est nécessaire et même indispensable pour la société. Et même si ça n'avait pas existé, les compagnies d'assurance elles-mêmes devraient quand même trouver le mécanisme pour qu'il y ait. Donc, de ce point de vue, le régulateur, ce qu'il a détecté comme risque, c'était quoi? On a constaté à travers les contrôles que les charges étaient souvent exorbitants. Et l'une des conséquences principales, c'est que les assurés en payaient les frais. Parce que les contrats n'étaient plus rentables, les compagnies ne payaient pas les PB. Quand vous instituez la provision globale de gestion, l'avantage, c'est de moraliser cet aspect. C'est-à-dire, à partir du moment où on sait que si on dépense vraiment, on ne fait pas très attention dans les dépenses, ça peut engendrer vraiment une dotation de provision importante. Donc, l'assureur va gérer la chose en bon père de famille. Et nous, en tant que régulateurs, on atteint un objectif parce qu'au moins, cela va permettre également de rendre les contrats un peu plus rentables. Donc, pour répondre à cette question, et la zone CIMA ne déroge pas vraiment à tous ces principes que je viens de dire. Donc, c'est pourquoi la provision globale de gestion, elle est vraiment nécessaire. Quand nous sommes dans la francophonie, notre point de mise, c'est la France. Elle a été initiée en France et les autres, par exemple, les autres pays qui captent les modèles français aussi ont adopté la provision globale de gestion. Mais je vais dire fondamentalement, du point de vue actuariel, la source provient de ce qu'on appelle le principe d'équité, le principe d'équilibre qui permet de calculer les prix. Et c'est ce que nous, notre code, on a adopté. On vous dit, pour pouvoir calculer les primes, il faut évaluer les engagements dès le départ, c'est-à-dire l'engagement de l'assureur et l'engagement de l'assuré. Et il s'agit de tous les engagements. Et que ce soit la prime pure qui va permettre de faire face au sinistre et les autres engagements liés aux frais de gestion, aux frais d'acquisition et autres. Donc, je veux dire que c'est tous ces éléments, tous ces facteurs qui font que n'importe quel régulateur, voilà, lorsqu'il analyse, il voit des défaillances, il crée des provisions pour pouvoir résoudre un problème nécessaire. C'est vrai que dans le système anglophone, je ne maîtrise pas trop ce qui se passe, mais dans ma formation avec l'AICA, l'Association des contrôleurs au niveau national, je sais qu'une fois, il y a une méthodologie qui avait été expliquée qu'ils appellent la zeroisation, je ne sais pas si je prononce bien en anglais, et c'est le fait de ramener en fait la charge à zéro en fait. Et pratiquement, c'est la même philosophie. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, Dewele. Le mode de calcul de cette provision ne fait pas l'unanimité au niveau des différents acteurs de la zone. Senabou, quels sont selon vous les paramètres que le régulateur devra
quand même clarifier hein, dans ce mode de calcul qui a été suggéré. OK, merci Lévis. Alors, en fait, moi, ce que je vais exposer, donc, à mon niveau, en fait, les compagnies d'assurance donc n'ont pas forcément la même perception des choses quant à la lecture de ce règlement sur la provision de gestion. Donc, je vais partager avec vous mon point de vue sur la chose. En y allant en fait par étapes, bon, sans trop rentrer dans les détails bien évidemment parce que donc après ça nécessite des calculs actuariels, etc. Mais moi, à mon sens en fait, donc le calcul de la provision de gestion nécessite de définir donc 5 rubriques donc que nous avons dans le règlement. Donc à savoir les groupes homogènes de contrats. Comme Fries et Landry le disaient tout à l'heure, les charges des 3 derniers exercices, les ressources des 3 derniers exercices, le taux d'actualisation et les durées restant à courir. Donc, quand on prend rubrique par rubrique, donc la première rubrique étant la notion de groupe homogène, donc cette notion n'a pas été définie clairement par le règlement. Il est par conséquent possible de prendre les groupes homogènes définis dans le C1, à défaut d'avoir ses propres groupes homogènes, qu'il faudra nécessairement, bien évidemment, justifier. Bon, en général, donc ce que les compagnies font, pour la plupart du temps, c'est qu'elles se basent sur les groupes homogènes définis au niveau du C1, donc de l'état C1. Donc, il n'y a pas trop de divergence à ce niveau-là sur la rubrique, sur la première rubrique. La deuxième rubrique, ce sont les charges. Donc, les charges sont constituées des frais généraux et des commissions. Donc, le règlement, moi, à mon sens, ne précise pas en détail les charges à prendre en considération. Donc, il y a lieu de se poser la question, à savoir, est-ce que les dépenses exceptionnelles, par exemple, peuvent être retraitées? Donc, le régulateur, à mon sens, devrait apporter un éclairage sur ce point. Bon, au même titre, je fais le parallèle avec, si on parle de dépenses, on parle aussi de produits exceptionnels, donc c'est la même chose. Donc, au niveau de cette rubrique de charges, d'autre part, en fait, pour les compagnies d'assurance n'ayant pas de comptabilité analytique, ce qui est le cas de la majorité des compagnies, donc sur nos marchés, la répartition des frais généraux est faite sans distinction des charges directes ou indirectes, mais en général, ce que les compagnies font, c'est qu'elles répartissent les charges au prorata de la somme du chiffre d'affaires ou alors au prorata de la somme du chiffre d'affaires et des prestations et des sinistres par catégorie des contrats. Donc, le split peut par conséquent être très loin de la réalité et engendrer des dépassements sur certaines catégories. Et d'autant plus qu'à partir de 2023, où la compensation ne sera plus autorisée, cela peut avoir un impact non négligeable sur le montant de la provision de gestion. Et les charges, quand on regarde bien, les charges peuvent être réparties de façon différente d'une compagnie à une autre. La troisième rubrique, donc, ce sont les ressources. Donc, les ressources sont constituées des chargements contractuels. Donc, chargements contractuels, c'est quoi? C'est les chargements de gestion, c'est les chargements d'acquisition, ce sont les chargements d'encaissement. Donc, des coûts de police aussi, donc plus communément appelés frais d'adhésion ou frais de dossier, des pénalités de rachat, des commissions de réassurance, et puis des produits financiers, déductions faites des intérêts techniques et des participations bénéfices. Et sur ce point-là, donc au niveau des produits financiers, ils doivent être répartis dans les catégories homogènes suivant une clé de répartition, qui est en général la même que celle de l'état C1 si jamais les compagnies ont les mêmes groupes, choisissent les mêmes groupes homogènes que ceux de l'état C1.
Et au même titre que les frais généraux, la clé de répartition peut ne pas être la même d'une compagnie à une autre. Certaines compagnies peuvent avoir comme clé de répartition, par exemple, la moyenne des provisions mathématiques, et d'autres peuvent avoir tendance à répartir plus de produits financiers sur, par exemple, des contrats d'épargne, etc. La quatrième rubrique, c'est le taux d'actualisation. Donc, le taux d'actualisation est défini comme étant la moyenne sur les 3 derniers exercices du taux de rendement des placements défini à l'article 84 du Code CIMA. Donc, ça, c'est clairement défini dans le règlement. Et donc, il n'y a par conséquent pas d'ambiguïté à calculer le taux d'actualisation puisque c'est le rapport entre les produits financiers comptabilisés à l'état C1 et la moyenne des actifs admis en représentation, donc à l'ouverture et à la clôture. Et ces actifs admis en représentation sont issus de l'état C4. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté sur le taux d'actualisation. Et la dernière rubrique, qui est pas, en fait, la dernière rubrique, en fait, c'est la durée restant à courir. Donc, sur ce point, autant pendant la période transitoire, les compagnies sont alignées et prennent les durées résiduelles du règlement, à savoir 5 ans pour les contrats en cas de vie, en cas de décès ou pour les contrats mixtes, 3 ans pour les contrats d'épargne et 2 ans pour les titres de capitalisation. Par contre, à compter des comptes clôturés du 31 décembre 2023, donc les compagnies devront considérer les durées résiduelles calculées suivant l'article 334.4. Donc, si je prends l'article 334.4, cet article dispose que la durée restant à courir pour un ensemble homogène de contrats est égale à la duration de ces contrats ou la moyenne arithmétique de la durée restant à courir des contrats de cette catégorie. Cette durée tient compte des sorties anticipées de contrats constatés au cours des 3 derniers exercices. Et donc, c'est là où il y a matière à se poser des questions parce que sur cette rubrique, le règlement ne donne pas de formule sur les sorties anticipées à prendre en considération et les compagnies peuvent avoir des méthodes de calcul différentes des taux de chute. Donc, d'une compagnie à une autre, on peut avoir une méthode différente d'appréhender en fait des taux de chute. Donc, en conclusion, quand on balaye ces 5 rubriques, donc en fonction du choix des groupes homogènes de contrats, de la mise en place ou non d'une comptabilité analytique, du choix de la clé de répartition des frais généraux, de la méthode de calcul des taux de chute, les compagnies d'assurance peuvent appréhender différemment le calcul de la provision de gestion. Et cette divergence sera d'autant plus accentuée après la phase transitoire avec la non-compensation des dépassements entre les catégories et l'utilisation des durées résiduelles réelles. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur cette question, Lévis. Merci. Merci, Sénambo. Parlons de la compensation entre catégories qui ne sera plus autorisée à l'échéance de la période transitoire. Quelles sont les solutions alternatives que tu proposerais? Allô? Allô? Tu me reçois? Ton micro est ouvert, non? Allô? Allô? Moi, je n'entends plus. Allô? Allô? Oui, Sénabou, tu me reçois? Oui, là, je te reçois, mais j'avais une petite appréhension. J'espère que tout ce que j'ai dit, ça a été entendu parce que là, je ne vous entendais plus. Oui, on te recevait jusqu'à 5 secondes, hein, ça va. Alors, je disais que parlons de la compensation entre catégories. Je n'entends pas. Parlons de la compensation entre catégories. D'accord? Allô?
Allô? Oui, tu me reçois là maintenant? Oui, c'est bon. Là, maintenant, c'est bon. Désolée. D'accord. Alors, je disais que parlant de la compensation catégorique qui ne sera plus autorisée au terme de la période transitoire, est-ce que tu as des solutions alternatives par rapport à ça ou c'est plutôt de maintenir définitivement cette compensation entre les différentes classes? Alors, donc, bon, la problématique est la suivante. C'est vrai qu'à compter du 31 décembre 2023, les compagnies d'assurance n'auront plus la possibilité de compenser les dépassements entre les catégories homogènes de contrats. Donc, il est par conséquent impératif de réfléchir dès à présent aux leviers qui leur permettraient de minimiser l'impact d'une dotation importante de provision de gestion dans leur compte. Donc, je peux partager en fait les quelques leviers que j'ai en tête et les axes de réflexion qui me permettront justement de maîtriser au mieux la provision de gestion. Donc, le premier point, et c'est le premier point, pour moi, il est essentiel et c'est le plus important. En fait, c'est la mise en place d'une comptabilité analytique pour répartir au mieux les frais généraux par produit ou à minima par segment du C1 ou catégorie homogène de contrat. Donc, en général, en fait, comme je le disais tout à l'heure, la répartition actuelle des frais généraux dans bon nombre de compagnies est faite sans distinction des charges directes et indirectes, donc au prorata par exemple, de la somme du chiffre d'affaires. Et cela ne reflète pas forcément la réalité, car suivant le type de contrat, les frais de gestion, les frais de règlement des sinistres, les frais d'administration et les ressources mobilisées pour le traitement des dossiers peuvent être différents d'un type de contrat à un autre. Donc, il est par conséquent important et impératif de répartir au mieux les frais généraux par catégorie homogène de contrat pour que la non-compensation des dépassements entre les catégories n'ait pas de répercussions trop importantes sur le niveau de la provision de gestion à constituer. Bon, sachant que moi, pour ma part, si je devais donner mon avis, c'est que, bien évidemment, après la phase transitoire, on puisse continuer à bénéficier de cette compensation, d'autant plus que si une compagnie a un résultat excédentaire, donc ça veut dire que ses ressources sont suffisantes à couvrir ses charges. Donc, pour moi, en fait, le fait de dire que sur une catégorie de produits, s'il y a des dépassements, on doit provisionner et constituer une provision de gestion, sachant que sur une autre catégorie, il n'y a pas de dépassement et mieux, les ressources permettent même de couvrir les charges de l'autre catégorie. Bon, je ne vois pas quel est le problème fondamentalement. Donc, le deuxième levier que je vois également, donc, c'est de toute façon, en dehors de la provision de gestion, toutes les compagnies ont cette stratégie-là, c'est la maîtrise des frais généraux. Donc, forcément, la maîtrise des frais généraux est également un levier important de maîtrise de la provision de gestion. Le troisième levier, donc c'est au niveau de la création des nouveaux produits. Donc, il faudra maintenant également intégrer dans l'étude de profitabilité l'impact que les nouveaux produits pourraient avoir sur le niveau de la provision de gestion, parce que c'est important. Et pour donner un exemple, les produits avec un escompte de commissionnement, par exemple, important, mais des chargements réguliers sur toute la durée de vie du produit, auront un impact différent sur la provision de gestion en fonction du degré de maturité du produit. Donc, un tel produit, par exemple, en début de vie, engendrera une provision de gestion importante, contrairement à un produit ayant déjà atteint un certain niveau de maturité. Un autre levier aussi que je vois, c'est l'optimisation du mix de produits et des objectifs assignés à la force de vente.
en fonction du choix des types de produits à commercialiser pour maximiser la profitabilité et par conséquent minimiser l'impact sur la provision de gestion. Et le dernier levier que je peux partager également, c'est le fait d'avoir une gestion d'actifs et une politique ALM suivie et optimisée. Donc, moi, ce sont des leviers aussi pour garantir un bon niveau de taux de rendement et par conséquent contribuer à maîtriser au mieux le niveau de la provision de gestion. Donc, voilà, Lewis, ce que je voulais dire sur cette question-là. Merci Senabou pour ces différentes propositions. Alors, nous allons nous intéresser à présent du marché marocain. On va voir avec Imad l'expérience de la problématique au niveau du marché marocain. Imad? Merci. J'ai essayé de partager un peu une vision externe du marché marocain sur cette évolution réglementaire. Mais avant de le faire, je voulais aussi donner certains indicateurs clés sur le marché marocain en termes de maturité et de cadre réglementaire pour un peu apprécier le comparatif et un peu cette vision externe. Donc, je voulais, en fait, les deux indicateurs que je voulais partager au début, c'est déjà la taille du marché de l'assurance vie. Donc, le marché de l'assurance vie, Maroc représente quasiment 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et il représente 45% du chiffre d'affaires de toute l'assurance. Donc, c'est un marché qui s'est développé sur les 10 à 20 dernières années avec une accélération très importante au vu de l'amélioration de la maturité du marché et du besoin client sur les dernières années avec une évolution exponentielle, ramenant l'engagement global du marché à des niveaux importants qui dépassent les 10 milliards d'euros d'engagement vie et qui représentent quasiment les 60% d'engagement des compagnies d'assurance sur la place. Après, en termes réglementaires, donc, le Maroc actuellement, il est toujours régi par un cadre réglementaire, je dirais, type solvabilité 1. Il y a actuellement un projet de loi qui est en cours et qui va permettre dans le futur proche de passer à un régime plutôt basé sur les risques type solvabilité 2. Mais pour l'instant, je dirais la réglementation, tout le cadre réglementaire est basé sur la solvabilité 1. Donc, dans ce contexte-là, je voulais déjà partager donc la provision de gestion globale de gestion, ou ce qu'on appelle ici au Maroc la PDG, c'est la provision de gestion, comme le jargon marocain, dans la réglementation marocaine. Donc, il s'est introduit au Maroc dans les débuts d'année 2000. Mais il était mis en place réellement que vers 2005. Et donc, cette provision fait partie intégrante des principales provisions techniques que les assureurs doivent provisionner pour faire face à tout leur engagement. Donc, l'objectif de cette provision, je pense, c'était déjà abordé, mais l'objectif, c'est d'assurer que la couverture, au-delà de la couverture technique classique des PM et des PB, que les assureurs vont bien couvrir tous les frais et les coûts dont ils auront besoin dans le futur pour régler et gérer les dossiers et les contrats, gérer les contrats à vie jusqu'à leur extinction pour les différents clients, principalement dans le cas que les produits initiales intégrées ne seront pas suffisants pour pouvoir financer les coûts futurs et particulièrement dans les cas je dirais de l'assurance capitalisation dont la duration est très longue, donc le risque peut être aussi conséquent pour ces types de provisions. Donc, pour donner un premier parallélisme en termes de wording sur la réglementation, je voulais dire déjà, pour donner un premier retour, c'est que en termes de définition, je dirais au global, la définition elle est très similaire, hormis deux points importants. Le premier, c'est relativement à la charge d'acquisition, où dans la loi marocaine, c'est bien explicite que c'est exclu, que c'est totalement exclu de la charge d'exploitation à utiliser. Donc, il y a ce premier point. Le deuxième point, c'est relatif au principe de la mutualisation, qui est très bien accepté au niveau de la réglementation marocaine. Donc, la notion de mutualisation entre les segments,
c'est quelque chose qui est accepté et qui est mis en œuvre. Après, en termes de méthodologie, et pour donner aussi un parallélisme sur la méthodologie, je dirais que la méthodologie telle que aussi définie sur la réglementation marocaine reste une méthodologie qui présente un cadre général. Donc, il n'y a pas beaucoup de détails qu'on le souhaite, et comme ce qu'a présenté Seynabou, donc dans le détail, à ce que le régulateur présente plus de détails dans les règles de calcul. Donc, je dirais que c'est similaire en termes de wording et en termes de définition. Donc, ça reste une méthodologie cadre globale qui intègre notamment le principe des segments homogènes sans rentrer dans leur définition, qui parle de l'historique à prendre en charge dans les charges d'exploitation, de rentrer dans le détail de qu'est-ce qui constitue les charges d'exploitation, est-ce que les charges exceptionnelles, il faut les prendre en compte, comment les retraiter, etc. Ainsi que dans la loi marocaine, dans l'article intègre aussi certaines limitations. Il y a des limites qui sont définies pour cadrer un peu les règles de projection et de liquidation. Donc, dans ce cadre-là, ce que je voulais dire, ce que je voulais partager avec vous, c'est que même sur le marché marocain, les approches diffèrent d'une compagnie à une autre. Donc, il n'y a pas une approche commune. Malgré toutes les années et tout le recul qu'on a eu depuis le lancement de la loi, les approches varient un peu et diffèrent d'une compagnie à une autre. Et parmi les points vraiment qui diffèrent, et je vais citer 2 points importants qui diffèrent et qui présentent certaines difficultés et qui nécessitent je dirais, un plus de détails, c'est le premier point sur les charges d'exploitation. Et donc, je redis un peu ce que ma collègue a partagé avant sur la qualité et la capacité de bien estimer les charges d'exploitation réelles. Et même sur le marché marocain, à défaut d'une comptabilité analytique des expenses de la boîte, c'est difficile de faire cette lecture. Donc, il n'y a pas une vraie lecture économique des vraies charges d'exploitation qui sont liées directement à la gestion d'un contrat vie, que ce soit en termes de gestion du volet production ou du volet sinistre. Donc, il n'y a pas cette lecture directe qui permettra de bien évaluer et de bien estimer cette partie de charges d'exploitation. Et notamment le retraitement des charges, certaines charges exceptionnelles qui peuvent arriver, certains retraitements aussi qui peuvent arriver. Donc, c'est le premier point qui représente certaines difficultés, même actuellement au niveau du marché marocain. Le deuxième point, c'est relatif un peu au contexte et à la maturité du marché. Et ça rejoint un peu certaines difficultés qui ont été partagées. C'est relatif à la data quality, en fait, en termes de qualité de data, pour pouvoir modéliser un peu, je dirais, la duration d'un portefeuille. Donc, au vu de l'historique un peu, malgré que le marché marocain, je dirais, c'est un marché qui s'est lancé sur les 20 à 25 dernières années sur l'assurance vie, mais malheureusement, au vu de la nature de ces portefeuilles-là, l'historique ne reste pas suffisant pour pouvoir élaborer des vraies lois de chute, notamment de rachat, aussi en termes d'appréciation de décès sur le marché marocain. Il n'y a pas une table de mortalité d'expérience selon les types de portefeuilles qui permettra réellement de bien modéliser la liquidation du portefeuille jusqu'à extinction. Et donc, ces 2 points représentent un peu, c'est eux qui représentent un peu, je dirais, les points de divergence et des difficultés sur le marché. Et chaque compagnie de la place essaie de combler et de mettre certaines proxys ou bien des méthodologies un peu internes qui leur paraît les plus justes possibles pour pouvoir justifier un peu le calcul global. Après, pour donner un peu une idée sur un chiffrage je dirais sur le niveau de cette provision au niveau du marché, il n'y a pas vraiment des chiffres officiels sur le niveau de la provision de gestion sur le marché. Mais ce que je pourrais dire, c'est qu'au global, c'est quelque chose qui diffère selon la nature des portefeuilles, selon chacune des compagnies, selon les niveaux des frais généraux des compagnies, etc. Mais au global, le niveau moyen qu'on peut observer, c'est un niveau moyen qui reste aux alentours de 0,1% ou 0,5% de l'ensemble de la provision technique, capitalisation et vie.
Donc, ce n'est pas des niveaux très, très importants. Et c'est des niveaux moyens un peu que je voulais partager avec vous sur le marché marocain. Merci, merci Imad. Alors, merci pour ce partage d'expérience. Nous allons nous intéresser maintenant au marché français. Mais avant, est-ce que vous avez une idée de l'impact, même de la constitution de cette provision globale de gestion sur la solvabilité des compagnies au niveau du Maroc? Est-ce qu'il y a un impact quand même qui est remarqué, qui serait significatif? À ce niveau-là, ce que je pourrais dire, c'est l'impact sur la solvabilité. Il y a un impact naturel déjà sur le niveau de l'engagement. Donc, avec cette provision, il y aura une augmentation naturelle du niveau des engagements et donc directement du besoin de capital. Maintenant, le contexte du Maroc, je dirais, avec le cadre de solvabilité 1, qui reste un régime qui est simpliste en termes de calcul de besoin de capital, qui ne fait pas la différence entre les natures de risque. Aussi avec le niveau, je dirais, de ratio de solvabilité existant déjà sur les principaux acteurs sur le marché marocain, qui reste un peu, je dirais, qui reste important. Donc, on n'a pas vraiment remarqué un impact significatif sur le ratio de solvabilité des compagnies après la mise en place de cette provision. Maintenant, d'une lecture externe, je pense que la zone CIMA peut avoir des impacts plus importants parce que je vois déjà, il y avait le premier point partagé qui est l'ensemble des réformes et les programmes de réforme qui sont en cours et qui viennent d'avoir le jour sur le besoin du minimum de capital. Donc, il y a ce premier point. Le deuxième point qui est relatif aux frais généraux, qui sont à première lecture directe des bilans de la CIMA, on voit que les frais généraux de la CIMA ils sont plus élevés que ceux du Maroc. On parle du quasiment 50% au double. Quand on voit un peu les ratios de frais généraux, même non vie globale, on voit qu'au vu de la taille, et je pense au vu de la taille un peu petite des différentes compagnies et un peu de l'effet d'économie d'échelle, on voit que les frais généraux, leur niveau est plus important qu'au niveau du marché marocain et des marchés matures. Et donc, il y a ce point qui va impacter négativement un peu je dirais le niveau qui sera constitué relatif à cette provision de gestion. Et le troisième point aussi, c'est relatif à la formule qui est de lecture, pareil, une formule un peu pénalisante, surtout avec la non-mutualisation. Et donc, ces trois paramètres font que, de ma lecture, l'impact sur le marché ciment sera nettement plus important que celui constaté sur le marché marocain. Après, il y a le dernier un peu paramètre qui pourra aussi impacter le marché marocain à ce niveau-là. C'est un peu cette solvabilité basée sur les risques qui sera mise en place très prochainement. Et je peux dire que le premier exercice effectué ressort certainement une nette augmentation de cette provision sous cette logique de solvabilité 2. Et je pense que notre amie et notre collègue, Madame Claude, peut nous donner plus de visibilité et le retour d'expérience sur le marché européen et sur l'impact de cette provision dans le cadre de ce régime solvabilité 2. Donc, merci. Merci. Donc, nous allons nous intéresser au marché français. Avec Claude, on sait que la PGG a été introduite en France en 1993, mais du point de vue théorique et du point de vue pratique, quelles ont été les difficultés? Est-ce que cette provision est toujours constituée aujourd'hui en France? On verra un peu la question sous cet angle avec Claude. Merci Louis. Donc oui, en effet, en France, la provision était introduite en 1993 et la notion de groupe homogène de contrat, puisqu'on l'a bien vu sur les différents débats, c'est aussi ce qui pose problème, ce groupe homogène. Si on pouvait tout mutualiser, ce serait peut-être un petit peu plus simple. La notion de groupe homogène de contrat a été introduite en 1998 dans le Code des assurances.
Et oui, c'est toujours en vigueur, puisqu'en France, comme vous le savez peut-être, on a toujours des normes françaises pour les comptes statutaires, pour la participation aux bénéfices, pour la fiscalité. Et en parallèle, par contre, pour la solvabilité, on a le régime solvabilité 2. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que disait M. Kouakou tout à l'heure, mais l'objectif de la PGG, c'est de mettre de côté de l'argent pour pouvoir couvrir des frais qui ne seraient pas couverts par ailleurs, par des chargements qui vont être pris sur des primes, sur des produits financiers, etc. Donc, de ce point de vue-là, on est vraiment sur le même objectif. Cela dit, sur un marché qui était beaucoup plus mature à l'époque que le marché de la zone CIMA. Donc, après, les difficultés de mise en œuvre, il faut se rappeler que dans les fin des années 90, c'est l'époque où j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas Solvabilité 2, il n'y avait pas beaucoup de modèles de projection de type Embedded Value ou ALM sur le marché en France, même si le marché était assez mûr. Et donc, la mise en place de ce type de provision, quand on commence à parler de groupes homogènes de contrats, ça nécessite d'avoir des données, comme vous le disiez tout à l'heure, des données de qualité, de pouvoir avoir des hypothèses de projection qui tiennent la route sur les rachats, sur la mortalité, etc. Et puis d'utiliser tout ça dans des modèles. Donc, c'est passé par la définition des groupes homogènes de contrats, avec le C1 à l'époque qui existait également, mais on va voir, pas que. Et puis l'identification des hypothèses qui allaient bien pour les calculs. Donc les problématiques, et c'est des problématiques qui sont encore aujourd'hui, c'est que c'est une provision qui est sensible à de nombreuses hypothèses qui sont faites, des hypothèses sur les taux de rendement, sur la qualité des données qui sont utilisées, sur les hypothèses qui sont faites, et puis aussi sur les modèles qui sont utilisés. Et ça, c'est des choses il suffit de chercher dans les rapports qui sont publics de commissaires aux comptes et parfois sur les sociétés. On voit des points sur des provisions globales de gestion encore aujourd'hui pour des grands groupes français qui rappellent ces éléments qui sont très sensibles sur le calcul. Donc, en pratique, la façon dont les compagnies ont appréhendé le sujet, c'était définir ces groupes homogènes de contrats, identifier les ressources, les chargements qui étaient prévus dans les contrats. Donc ça, on pense qu'on l'a, mais on n'a pas forcément toujours ces données-là qui sont facilement à disposition. La mesure des frais, donc là, on revient sur des échanges qui sont nécessaires entre le contrôle de gestion, les équipes d'actuaires qui vont calculer ces provisions, et puis peut-être des nécessités d'avoir des données plus fines, puisqu'on n'a pas forcément, comme vous le disiez tout à l'heure, les frais qui sont identifiés par un groupe homogène de contrat. Il faut identifier aussi des frais qui sont peut-être exceptionnels, voire des frais qui sont censés diminuer dans le futur, si on a lancé un nouveau contrat, ou si on a une société qui est en forte croissance et qu'on projette des frais par police, par exemple. Donc après, il faut mesurer toutes les hypothèses également de chute, élaborer ces modèles, et puis mesurer, analyser les résultats, regarder si ça a un sens au sens de la société. Et puis peut-être, j'ai vu dans le chat tout à l'heure qu'on parlait d'optimisation, c'est peut-être un peu exagéré de dire que c'est de l'optimisation, mais peut-être redéfinir les groupes homogènes de contrats si les résultats qui sortent n'ont pas de sens. Mais la clé, c'est vraiment cette absence de compensation entre les groupes homogènes de contrats. Et aujourd'hui, sur le marché en France, on n'a pas énormément plus de directives. C'est un peu comme ce que décrivait Imad pour le Maroc tout à l'heure. Le texte est quand même assez générique. Et on a des sociétés, je ne sais pas si vous êtes familier avec les contrats multisupports. Un contrat multisupport, c'est où vous pouvez avoir de l'euro avec de la garantie classique mélangée avec des fonds en unité de compte. On a des sociétés aujourd'hui qui, pour des multisupports, vont définir comme groupe homogène de contrat de l'UC et de l'euro ensemble. Les unités de compte, en général, sont un peu plus rentables que les contrats en euros.
Et puis d'autres sociétés qui vont séparer les unités de compte et les contrats en euros. Donc on n'a pas forcément une homogénéité sur la façon dont est calculée cette provision sur le marché français. Après, je vous ai entendu parler tout à l'heure de solvabilité 2. Je ne suis pas certaine que solvabilité 2, ça résout tous les problèmes. C'est vrai qu'on va, dans solvabilité 2, on ne parle pas de groupe homogène de contrat. En revanche, on parle de line of business. Donc, dans solvabilité 2, vous calculez une provision en vision meilleure estimation qui est par ligne de business. Dans la meilleure estimation, vous allez aussi avoir les frais qui sont attendus et les chargements qui sont attendus. Donc, de toute façon, si c'est déficitaire, dans les normes actuelles avec la provision globale de gestion, il y a de fortes chances que ça le reste également dans solvabilité 2. Donc, modulo cette mutualisation à nouveau entre les groupes homogènes de contrats, comme on le disait. Donc, pour résumer et revenir à la question qui m'a été posée, j'ai un peu divergé d'un point de vue théorique, d'un point de vue pratique. Ce qui est vraiment à retenir, ce qui est clé, c'est la granularité de ces groupes homogènes de contrats qui va être nécessaire ensuite derrière sur les données, les hypothèses, et avoir un modèle robuste sur lequel on peut s'appuyer pour éviter d'utiliser une formule fermée qui peut-être va faire exploser les résultats. J'espère avoir répondu à la question. Oui, Claude, merci. Mais dites-nous un peu sur la significativité de cette provision par rapport aux autres provisions et quels sont les produits qui sont véritablement concernés pour le cas de la France. Donc pour répondre à cette question, je m'appuyais sur un rapport qui a été publié par la CPR en 2019, donc vous pouvez le trouver sur le site de la CPR, et qui traite de la profitabilité des produits, qui a une section sur la provision globale de gestion. C'est basé sur des chiffres au 31 décembre 2017. On peut considérer que c'est des chiffres qui seraient toujours, que les conclusions seraient probablement les mêmes aujourd'hui. Donc, ce que dit ce rapport, c'est que d'une manière globale, pour les provisions d'assurance vie, la provision globale de gestion représente 0,1% des provisions. On peut se dire que ce n'est pas énorme. Après, ce qui est important, c'est que ce que dit ce rapport aussi, c'est que c'est très hétérogène d'une société à l'autre, et que pour 10% des sociétés, donc une société d'assurance vie sur 10, la provision globale de gestion est supérieure à 1,9% des provisions. Donc, on peut arrondir ça à 2%, donc 2% des provisions mathématiques. Là, ça devient important. Alors, ça ne concerne qu'une société sur 10 d'assurance vie, mais c'est quand même un montant qui est important. Et globalement, les contrats qui sont concernés vont être des contrats en euros, donc des contrats à capital garanti de capitalisation, et des contrats collectifs en cas de vie. Des contrats qui sont très longs et naturellement, il suffit que le contrat soit un petit peu déficitaire. Si on est sur des durations qui sont très très longues, eh bien oui, ça coûte cher. Et sur un point de vue moyenne, je suis désolée, j'énonce plein de chiffres, je parlais tout à l'heure de 0,1% des provisions d'assurance vie sur l'ensemble du marché de l'assurance vie. Si on ne regarde que l'assurance collective, ce 0,1%, il passe à 0,4%, donc 4 fois plus. Et le thème de notre table ronde, c'est aussi la solvabilité. Il faut avoir en tête que la solvabilité, si on a des contrats en euros, le besoin en capital, c'est 4% des provisions mathématiques. C'est sûr que pour l'assurance collective, si on a 0,4% des provisions mathématiques, ça augmente un petit peu. Ça va changer le ratio de solvabilité. Okay. Et on est assez proche, j'étais assez étonnée, c'est des chiffres que citait Imad justement sur la moyenne du marché, puisqu'on est assez proche. Après, c'est quand même très très difficile de tirer des conclusions avec ces chiffres-là, vu l'hétérogénéité d'un acteur à un autre. Merci Claude pour le partage de l'expérience du marché français. Nous allons poursuivre avec Dewele. Dewele,
Oui. Alors, au regard de tout ce qui a été dit, l'expérience marocaine, l'expérience française, et à considérer, enfin, depuis 2018 où ce règlement existe, où est réellement mis en œuvre, est-ce que de votre position de contrôleur, vous pensez effectivement que les compagnies constituent cette provision? Ou est-ce que vous êtes aussi intéressé un peu sur l'impact que cette constitution devrait avoir sur la solvabilité à court ou à moyen terme? Parce que ce qui est recherché, c'est de pouvoir sauvegarder la solvabilité des compagnies. Mais est-ce que la constitution de cette provision ne finira pas faire disparaître ces compagnies qu'on est en train de tenter de sauvegarder? Bien entendu, la pertinence de la provision a été suffisamment justifiée, expliquée par toi tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on regarde un peu la question dans ce sens-là. OK. Merci beaucoup, Lévis. Avant même de répondre à la question que tu viens de poser, je voulais dire que je partage entièrement l'analyse qui a été faite tout à l'heure par Madame Yodé. En réalité, comme je vous ai dit, pour la pertinence, il n'y avait pas de souci, mais le régulateur que nous sommes, on est conscient qu'il y avait quand même quelques détails à apporter quant à la clarté de la méthodologie de calcul et puis le fait de rendre un peu, ou bien le plus proche possible, rendre les méthodologies conformes. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a un règlement d'application qui est en cours de rédaction qui va être soumis très bientôt au Conseil des ministres, c'est-à-dire le seul organe de la CIMA qui a le pouvoir de légiférer. Bien, donc, au niveau de... Il y a quelque chose quand même que je voulais corriger. En réalité, la provision globale de gestion, ce n'est pas la provision qui va créer un risque d'insolvabilité. La provision globale de gestion, au contraire, c'est le miroir qui montre à la compagnie quels sont les maux dont souffre la compagnie, en quelque sorte. En même temps, c'est comme un thermomètre qui donne la température. Il permet également, comme un scanner qui permet de voir un peu les différentes anomalies et autres. Et donc, du coup, ce n'est pas une problématique, il ne peut pas constituer un facteur de risque d'insolvabilité. Mais par contre, on peut juger de l'impact. Bien, au niveau de, comme on appelle de l'impact, ce que je peux vous dire, c'est que la CIMA, consciente de tout ce qui se passe, a demandé qu'une étude soit menée, une étude d'impact, et l'étude a été effectuée dans le cadre du comité avec l'AFD. On a analysé déjà ce rapport. Il y a eu, l'étude s'est apportée sur un échantillon de 40 sociétés d'assurance dans la zone CIMA, et sur les données de 2018 à 2019, globalement, la PGG représente 6% des provisions techniques. Sur la base de l'échantillon, 22% des primes nettes, 61% des capitaux propres. Bien. Tout à l'heure, madame a si bien fait de le dire, les chiffres, bon, ça c'est un ensemble, mais du point de vue détaillé, les entreprises, chaque entreprise a ses réalités, donc on ne peut pas se baser peut-être sur les moyennes ou bien sur des résultats globalement pour essayer de peut-être juger de comment on appelle ça, de l'impact pour chaque société. Mais comme j'ai dit une chose très importante en haut, en réalité, l'activité d'assurance, c'est une activité à deux dimensions. Ce que nous, on a constaté au cours des contrôles, c'est que la plupart des sociétés d'assurance qui n'ont pas senti l'impact de la provision globale de gestion, c'est celles-là qui ont compris l'activité d'assurance dans ces deux dimensions. Généralement, elles font aussi bien, ça veut dire l'activité traditionnelle pour laquelle il faut reconnaître qu'on n'a pas encore atteint la taille critique, nos marchés sont encore des petits marchés. Mais la deuxième activité, qui est une activité financière, c'est une activité qu'il faut faire pour pouvoir optimiser en fait les rendements financiers. Et toutes les compagnies d'assurance qui ont compris en fait cet enjeu, c'est des compagnies qui ne sentent pas beaucoup la provision globale de gestion. Et ça, c'est fondamental. On est dans la même zone, on a créé une caisse de retraite complémentaire en 2017, ça a commencé en avril 2017, et on a nommé un commissaire contrôleur de la CIMA ivoirien du Trésor comme l'administrateur général. Il a tué un membre de l'Institut des actuaires
de France. Ce qu'on a constaté, connaissant bien l'activité d'assurance, il a pu, c'est-à-dire on ne prend pas de frais, avec les primes collectées, il a fait des placements. Moi, je suis dans le conseil de surveillance, mais on arrive à couvrir les charges et depuis 2017, à bonifier les contrats au moins de 4% chaque année. Et le résultat est extraordinaire. Et c'est les mêmes actifs du catalogue du code CIMA, c'est sur ces mêmes actifs qui fait ces placements. C'est pour vous dire que quand on comprend l'activité d'assurance dans toute sa dimension et qu'on met les éléments nécessaires, il y a un certain nombre de choses qu'on arrive à résoudre facilement. Sinon, nous comprenons toutes les problématiques pour les petites sociétés ou bien les sociétés nouvellement créées. La CIMA n'est pas ce que la commission régionale a fait pour une société ivoirienne. La PGG représentait à peu près 1,3 milliard pour l'exercice fin 2018. Lorsqu'ils ont interrogé la direction des assurances, on a demandé de saisir la CIMA. Et la commission a donné 5 ans que, en fait, la constitution soit répartie sur 5 années. Ça, voici des mesures d'accompagnement. Mais ça ne veut pas dire que ça contribue à l'insolvabilité. C'est parce qu'il y a une plaie et qu'on cherche à corriger. Mais le législateur peut mettre les différents éléments pour essayer de, comment on appelle ça, de permettre aux compagnies de s'adapter le plus rapidement possible pour pouvoir vraiment aller de l'avant. C'est d'ailleurs pourquoi la commission a permis que la provision là soit constituée sur 5 ans. Donc ça, c'est des leviers qui existent. Mais comme Mme Yodé l'a dit si bien, on est dans un nouvel environnement. Quand une réglementation vient, c'est de comprendre les objectifs de cette réglementation et puis quelles pourraient être les conséquences sur vos clients et pour comprendre les biens fondés. Une fois que cela est fait, il y a un certain nombre de dispositifs qu'il faut prendre. Tout à l'heure, elle a si bien fait de le dire, dans un tel conseil, il faut pouvoir maîtriser les frais de gestion. Mon ami du Maroc, il a fait des comparaisons de frais de gestion. Ce n'est pas forcément lié à la taille critique, mais il y a des sociétés qui sont, je veux dire, des gens qui aiment beaucoup le luxe. Ils veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Ça, c'est des réalités qu'on constate au niveau du contrôle. C'est-à-dire, en fonction de tes ressources et autres, il faut pouvoir faire. L'autre élément qu'on a vu qui agit considérablement sur certaines sociétés, c'est le fait que les gens n'ont pas compris que, en fait, la fonction actuarielle n'est pas une fonction qui peut évoluer en solo. Pour dire concrètement, lorsqu'on veut créer un produit, quelles que soient nos compétences mathématiques, nos compétences intellectuelles, il faut comprendre qu'on est dans un cadre, on est dans une entreprise. Donc, la création des produits obéit à des principes très clairs et une fois qu'on les respecte, au moins on peut contribuer à épargner un peu la société de certaines difficultés. Tout commence par les commerciaux qui ont été sur le terrain. Quand ils vont sur le terrain, ils doivent pouvoir recenser des besoins, etc. Et donc, au moment où ces besoins sont remontés et exprimés et testés, à partir de ce moment, les gens travaillent en synergie. Ça veut dire la direction marketing, depuis le commercial, le marketing, l'informatique, la comptabilité, tout le monde travaille en parfaite synergie et on met le produit en place. L'avantage que cela a, c'est que ça permet déjà d'étendre rapidement vers les tailles critiques parce que nous avons une population cible et on sait que ce produit est adapté à leurs besoins. À partir de ce moment, lorsque nous lançons les projets, comment il faut, quelle politique marketing mettre en place, quelles sont les ressources qu'il faut pouvoir dégager pour pouvoir faire face, comme on appelle ça, au lancement du produit et minimiser les dépenses. Mais lorsque on s'assoit dans un bureau, comme moi, il y a eu à constater beaucoup sur nos marchés, parce que le voisin d'à côté, il a créé un produit, il est en train de marcher, il faut que je crée la même chose. Voilà, vers la fin, on voit qu'on dépense inutilement, c'est-à-dire des frais généraux, des efforts et autres. Donc, dans ce schéma, nous sommes très conscients qu'il y a vraiment des difficultés réelles, il faut apporter quelques aménagements. Et je tiens à préciser que le contrôleur qui avait initié ce règlement, initialement, il a pris toute la démarche actuarielle, mais lorsque, dans le cadre des échanges, les représentants de la FANAF sont arrivés, ils ont trouvé que c'est des méthodes trop compliquées, les compagnies n'ont pas les statistiques nécessaires, il faut pouvoir faire une chose simple. C'est ce qui a donné naissance au premier règlement de 2016. On dit, bon,
comme il y a l'État C26, on connaît les chargements, on connaît les charges, le différentiel fait les dépassements et en même temps fait. Mais après, on a vu que c'est dangereux. La tentative de 2018, elle est vraiment une tentative bonne, sauf qu'il y a quelques précisions encore à apporter pour que cela vraiment ne puisse pas vraiment embêter quelques compagnies, surtout pour celles qui sont encore fragiles. Donc ça, c'est des éléments et ces détails, la CIMA en est conscient. C'est d'ailleurs pourquoi l'étude a été diligentée et qu'on a vu un peu l'impact sur les provisions techniques. Donc, du coup, la PGG vient augmenter les provisions techniques. Autrement, ça vient augmenter. En fait, il vous demande d'avoir des actifs, un peu plus d'actifs pour couvrir vos engagements réglementés. Il fait partie intégrante de ce que moi j'appelle les risques connus. Parce que quand moi je parle au niveau de la marge de solvabilité, nous sommes au niveau de ce qu'on appelle les risques inconnus, c'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas prévoir. Mais au niveau des frais de gestion, des éléments constatés, etc. et autres, sur lesquels on fait. Et Mme Diodé l'a si bien dit, une des difficultés réelles également, c'est en fait l'absence de la comptabilité analytique. Mais je veux dire, au-delà même de cette absence, c'est souvent le manque de bon sens par moment. En réalité, ventiler les charges de manière grossière sur la base soit du chiffre d'affaires et autres, c'est vraiment très dangereux. Mais par contre, il y a d'autres techniques. On peut diviser les charges de gestion en 3 groupes. Il y a des charges directes pour lesquelles on peut les affecter directement. Il y a d'autres charges pour lesquelles on peut faire des répartitions au prorata, par exemple, du nombre de contrats. Il y a d'autres, on pourra faire au prorata du nombre de dossiers gérés, etc., en définissant des clés. Une fois que quelqu'un commence à le faire, c'est vrai que c'est toujours de l'approximation, mais c'est déjà mieux que de faire une ventilation grossière qui, dans ce cadre-là, peut induire certaines difficultés qui peuvent avoir des conséquences un peu dramatiques. Donc, du coup, on est dans un contexte, nous, en tant que régulateurs, on a compris les enjeux, on a décidé d'aider quand même les compagnies d'assurance, c'est pourquoi l'étude a été faite. Il y a un certain nombre d'aménagements qui vont être opérés. Il y a le règlement technique, le règlement d'application qui va être pris pour définir clairement une méthodologie de calcul et autres. Peut-être, moi, là, c'est de mon point de vue en tant que contrôleur, voilà, je pense qu'on peut peut-être concéder sur une partie, peut-être accepter qu'il y ait, comment on appelle ça, la compensation. Voilà, ça, c'est en tant que contrôleur. L'autre élément qui est un élément important et que nous, on a soulevé comme problème, c'est qu'avec la provision globale de gestion, on peut retoucher et faire disparaître ce qu'on appelle la provision pour aléas financiers. C'est pourquoi je vous disais que la provision globale de gestion, c'est une provision vraiment, de mon point de vue, la plus belle des provisions qui puissent exister. Il suffit simplement d'intégrer les charges d'intérêt technique, ça veut dire au niveau de la provision de gestion, apporter quelques petits aménagements et faire tomber, balayer totalement ce qu'on appelle la provision pour aléas financiers. Parce qu'en réalité, au niveau du calcul de la provision globale de gestion, on tient compte des produits de placement, on tient compte des charges de placement et donc, ça nous permet déjà d'anticiper en fait peut-être des insuffisances de produits de placement et autres. Donc, voici quelques problématiques. Sinon, toutes les sociétés ont intérêt à doter la provision globale de gestion. Je ne peux pas vous dire à 100% que toutes les sociétés de la zone CIMA ont pu doter jusqu'à présent parce que malheureusement, moi, mon domaine de compétences se limite à la Côte d'Ivoire, mais avec les échanges que j'ai, je sais que la plupart des compagnies l'ont doté et l'impact vraiment, l'impact varie d'une compagnie à une autre. Il y a certaines qui ne font même pas du tout des placements financiers. Ces compagnies-là vraiment sentent réellement en fait le poids de la provision globale de gestion. Et il y a d'autres, par contre, qui ont compris que l'activité d'assurance, c'est avant tout une activité à 2 piliers. Il ne faudrait pas négliger un pilier, surtout que le premier pilier, qui est l'activité traditionnelle, à partir du moment où il y a des croyances bloquantes, des croyances qui sont nées peut-être depuis l'assurance automobile, qui fait que les assureurs sont vus comme des voleurs. Donc, il y a des facteurs qui font que vraiment vendre ces contrats d'assurance est un peu plus difficile. Dans des situations pareilles, c'est vraiment de jouer vraiment sur tous les leviers et faire en sorte pour que ça puisse vraiment être le plus difficilement supportable.
Donc, je peux vous dire que l'étude d'impact a été effectuée, les résultats que vous avez donnés 2018-2019 sur la base de 40 compagnies de la zone CIMA. Et donc, la PGG représente 6% des provisions techniques. Ce n'est pas aussi énorme. Bon, les autres aspects, je ne trouve pas ça trop important, mais si vous voulez, 22% des primes nettes, 26 fois les résultats nets et puis 61% des capitaux propres. Mais comme je le dis, lui, son champ, le problème qu'il cherche à traiter doit se voir au niveau des provisions techniques. Parce que c'est là que nous, on va regarder un peu quels sont les actifs que vous disposez en face. Et donc, Mme Yodé et les autres intervenants ont si bien fait d'indiquer un peu quelques difficultés qu'il y a dans les calculs de la PGG. Les difficultés existent aussi bien en France, aussi bien au Maroc et autres, parce que malheureusement, l'activité d'assurance, lorsqu'on fait rentrer l'ALEA n'est pas forcément maîtrisée par l'être humain. C'est Dieu seul qui connaît en fait la perfection dans tout ça. Et donc, du coup, c'est des éléments, à chaque fois que nous, on va sentir qu'il y a des aménagements qu'il faut apporter, on le fera. Je vous remercie. Merci Dewele pour ces clarifications. Alors, nous avons des interventions du côté des participants. J'ai noté que les panélistes sont aussi actifs quand même pour répondre à certaines questions. Il y a par contre des interventions qu'on va partager ensemble et également débattre sur ça. Il y a Eric Manial, qu'on salue au passage, qui dit qu'au-delà de la première constitution, qui est très lourde, un des problèmes est qu'elle ne permet pas de prendre en compte la dynamique future des frais généraux, du renouvellement des portefeuilles, et elle ne tient pas compte des compagnies en forte croissance. C'est vrai que tout à l'heure, le régulateur Dewele indiquait que on peut voir le problème quand même cas par cas et que le régulateur était ouvert quand même à lisser la première provision sur 5 ans. Le cas est arrivé déjà d'ailleurs. Mais les compagnies en forte croissance, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le statut de ces compagnies-là, M. Dewele? OK. Bien. En fait, mon raisonnement ne change pas que ce soit une compagnie à forte croissance, que ce soit une compagnie à faible croissance. Pour moi, il n'y a pas de chose. De toutes les manières, dans l'activité d'assurance, ce qu'il faut faire, il faut savoir, c'est qu'au moment où nous sommes en train de prendre des décisions stratégiques, il y a un coût. Et donc, il faut pouvoir juger de toutes ces opportunités et puis regarder. Comme je le dis, il peut arriver que peut-être lorsque nous sommes en forte croissance, il puisse avoir vraiment des dépenses liées aux frais généraux et autres. Mais en même temps, comme je vous dis, il ne faudrait jamais oublier que l'activité d'assurance, il faut pouvoir aussi regarder l'aspect financier. Et même lorsque vous avez regardé tout ça et que la provision qui sera dégagée, vous allez trouver que cette provision est vraiment, peut vous embêter pour un exercice. Comme je le dis, la commission régionale de contrôle en la matière, elle est très ouverte. C'est de la saisie pour qu'il y ait un lissage. Le lissage peut-être sur 5 ans. Pour la société ivoirienne, elle a demandé 5 ans. Voilà, je ne sais pas si on peut accepter au-delà de 5 ans, mais je vais dire, le lissage permet aussi à ces sociétés-là de pouvoir mener des actions de croissance et puis essayer d'amortir un peu dans le temps les différents effets. Mais mon raisonnement, il est vraiment un raisonnement pour toutes les sociétés. Ça veut dire, lorsqu'on veut faire un métier, le métier, on doit comprendre les tenants et les aboutissants. Mais en même temps, nous, en tant que régulateurs, je dis qu'on n'est pas hermétique. On comprend, donc on résout les problèmes au cas par cas. Par exemple, lorsque vous êtes en train de légiférer pour l'ensemble, on ne regarde plus les individualités. Maintenant, lorsqu'on a fini de légiférer et que des cas se présentent, on voit le problème est posé et on voit de la pertinence et ça nous permet soit d'apporter des réglages ou de trouver une solution pour peut-être le cas qui est préconisé. Donc, je pense que si le problème se pose et qu'on détecte un certain nombre d'éléments, ça peut nous permettre d'apporter peut-être de petites corrections. C'est ce que je voulais dire. Parfait. Alors, toujours une intervention par rapport aux statistiques que Dewele a évoquées. Alors, je lis. À noter que M. Kwaku indique qu'en moyenne, la PGG pourrait être 6% des provisions
Or, la marge de solvabilité et fonds propres égale 5% des PM. Donc, il confirme que ça va demander le doublement des fonds propres, fermeture de quelques compagnies. Donc, est-ce qu'on va nettoyer un peu le secteur ou de quoi il s'agit vraiment? Bien, OK. Heureusement que peut-être la personne a mal interprété le calcul de la marge de solvabilité. Et je vous dis qu'en fait, la PGG représente 6% des provisions techniques. Supposons que ce qu'on est en train de dire, la PGG représentait peut-être 6% des provisions mathématiques. Vous comprenez? Donc, si vous prenez 6% des provisions mathématiques, alors que si vous voulez calculer la marge de solvabilité, vous allez appliquer 5% à la provision mathématique. J'espère que vous voyez. Ouais. Voilà, donc en réalité, ce n'est pas 6%, c'est pour vous dire que les provisions mathématiques croissent de 6%, mais les 5% sont appliqués sur l'ensemble. Donc, ça ne vient pas, je veux dire, dans un tel contexte, je ne crois pas que l'impact soit un impact significatif au niveau de la marge de solvabilité. Ce que je veux dire, c'est qu'une activité, quand tu développes l'activité, les risques s'accroissent. Et comme le risque s'accroît, il faut également avoir des fonds propres nécessaires pour pouvoir amortir ce qu'on peut appeler les dérives que tu vas observer. Donc, en même temps que tu cherches à t'étendre à avoir de l'ampleur, il faut t'assurer, il faut savoir aussi que le risque que tu portes, le risque s'accroît. Et comme le risque s'accroît, il faut accepter également que tu disposes des fonds propres, un matelas financier suffisant pour toi-même. La problématique de la PGG, ce que les compagnies ne savent pas, mais c'est un élément qui est intéressant même pour les compagnies d'assurance, c'est que quand il y a une dotation de provision, en réalité, on capte un peu les produits, les résultats qui pourraient être distribués aux actionnaires, on les capte dans la société. In fine, ça peut être un bon moyen d'autofinancement. Mais si vous ne dotez pas les provisions, ce qui se passe, les problèmes sont masqués et au moment où on découvre ou bien au moment où le problème survient et que vous êtes dépassé, lorsqu'on a besoin de récapitaliser la société, généralement, il y a des difficultés. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que dans le monde de l'assurance non-vie, on procède beaucoup à des retraites d'agrément. En vie, ce n'est pas parce qu'on ne croise pas beaucoup de difficultés, mais généralement, le régulateur, il est un peu soucieux du fait que des personnes ont cotisé pour leur retraite, donc venir retirer l'agrément, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'on fait généralement, on va essayer vraiment, autant que faire se peut, sauver la société qu'on ne peut pas. En dernier ressort, on fait ce qu'on appelle le transfert du portefeuille. Donc ça, généralement, c'est ce qu'on fait. Mais je vais dire, il est toujours bon de doter des provisions pour des problèmes réels qui sont déjà connus. De telle sorte que au moins on puisse avoir vraiment suffisamment d'argent dans la société pour parer à toute éventualité. D'accord. Alors, une question pour Senabou. Alors, si le groupe homogène à notre disposition ne correspond à aucun groupe homogène de la base, comment on peut procéder dans le calcul de cette provision? Alors, tout à l'heure, merci Davis. Tout à l'heure, en fait, je parlais des groupes homogènes, en fait, suivant le C1. Donc, on pourrait avoir effectivement d'autres groupes homogènes, mais en fait, les critères sont divers et variés, je vais dire. On peut avoir comme critère les types de garanties, vie, décès, etc. Les risques couverts, donc des risques de décès, risques de survie, d'invalidité, etc. Les types de portefeuilles individuels et collectifs. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Le taux de rémunération garanti sur les provisions. Donc, on peut avoir tous ces critères-là qui vont pouvoir, en fait, nous dire, donc, on peut choisir, en fait, des groupes homogènes de contrat et pas spécifiquement, en fait, les groupes homogènes que l'on a dans l'État C1. C'est vrai qu'après, moi, j'avais pris tout à l'heure, en fait, je disais groupe homogène de l'État C1 parce qu'en fait, les compagnies d'assurance ont
l'État C1 donc les groupes homogènes existent dans l'État. Il y a des groupes homogènes qui existent dans l'État C1. Les groupes qu'on a, c'est quoi? C'est les contrats au niveau individuel, c'est les contrats en cas de vie, les contrats en cas de décès, les contrats mixtes. Au niveau collectif aussi, on a la même chose, contrat en cas de décès, contrat en cas de vie et contrat mixte. Mais après, la compagnie, si elle a en fait la possibilité de définir ses propres groupes homogènes, elle peut tout à fait le faire. Et après, donc le problème, c'est que ça va démultiplier aussi le souci dont je parlais tout à l'heure, le fait de ne pas avoir de comptabilité analytique, mais de devoir répartir les frais généraux suivant une clé de répartition. Donc, après, il faudra faire aussi attention à ça. Donc voilà les 8. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, parfaitement, ça va. Alors, nous allons demander à Imad qui nous a quand même indiqué qu'il y a des difficultés, que l'on soit sur le marché marocain. Et c'est d'ailleurs la même chose que l'expérience française aussi a partagé avec nous. Mais est-ce qu'il y a un cadre formel où les différents acteurs se réunissent, notamment les assureurs et le régulateur, pour réfléchir quand même à l'amélioration de la chose au niveau du Maroc, où c'est définitivement acquis? La dernière monture de cette provision au niveau de Maroc date de quand? Est-ce qu'elle a connu des améliorations récentes? Est-ce que Imad pourrait nous en dire un peu plus? Effectivement, en fait, au niveau du marché marocain, les acteurs d'assurance, il y a une fédération qui représente l'ensemble des assureurs. Donc, on procède par des comités un peu restreints techniques sur des sujets de ce type. Bien évidemment, il y a des échanges continus avec le régulateur sur certains aspects. Maintenant, cet aspect-là particulièrement, je dirais, c'est un aspect qui n'est pas sorti sur les dernières années, au moins sur ces dernières années. Mais bien sûr, à chaque fois, il y a un échange continu avec le régulateur qui essaie à chaque fois d'essayer d'harmoniser un peu la manière de faire. Parce que le régulateur essaie à chaque fois d'harmoniser et de s'assurer que l'ensemble des compagnies procèdent un peu d'une manière similaire. Mais malheureusement, au vu de la particularité des portefeuilles, la maturité même au sein des différentes compagnies et la maîtrise, ça rend un peu difficile cette équation. Mais à chaque fois, on essaie un peu de trouver un compromis global qui a pour objectif de ne pas impacter certaines compagnies par rapport à d'autres. Et après, ce qu'on constate aussi, c'est que le régulateur essaye des fois aussi de suivre un peu le dernier de la classe, parce que suivre un peu le dernier de la classe en termes d'introduire ou d'exiger, avoir des exigences minimales qui sont les plus simplistes possibles pour ne pas mettre un peu les petits joueurs ou bien les joueurs qui n'ont pas un peu les moyens nécessaires pour ne pas les pénaliser. Mais cela ne pénalise pas les autres qui puissent en fait, en discussion avec le régulateur, introduire les méthodes qui leur paraissent les plus justes et bien sûr les justifier annuellement dans les comptes. Et c'est quelque chose qui passe et le régulateur ainsi que les commissaires aux comptes peuvent le comprendre et trouver un compromis. Merci. Merci. On va demander à Claude quelle est sa démarche vis-à-vis quand même des compagnies de la zone en tant que auditrice sur cet aspect, sur la problématique de la provision globale de gestion. Oh, pardon, vous ne m'entendez pas. Je ne vais certainement pas m'engager pour mes collègues auditeurs, parce que même si je donne un avis, c'est le commissaire aux comptes qui signe, donc je ne vais pas m'engager pour eux. En revanche, en effet, je pense qu'on peut être pragmatique en fonction de la situation de la société, du niveau de développement de la société, des groupes homogènes de contrats, de leur définition, etc. Donc, ce n'est pas forcément la même chose pour tout le monde. L'objectif. Économiquement. Mais ça n'engage que moi.
pas du tout la petite marque en haut à droite. D'accord. Merci. Alors, nous avons fait un peu le tour. Hein. C'est vrai qu'il y a des questions qui viennent toujours. Mais sans langue de bois, on va demander à Sénabou, hein, en tant que directrice générale hein, d'une grosse compagnie quand même de la zone. Est-ce qu'aujourd'hui, la pertinence hein, de la constitution de cette provision pose encore problème? Tout le monde est d'accord que cette provision, on devra quand même la constituer. Maintenant, oui, sur la forme. Effectivement, on n'a pas le choix de constituer cette provision. De toute façon, comme on le dit, hein, cette provision, ça nous permet de faire en sorte, en fait, d'avoir quelque chose de côté pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir, en fait, couvrir en fait les charges futures. Donc, on n'a pas le choix de constituer cette provision. Maintenant, après, il y a un règlement qui a été mis en vigueur. Donc, le règlement au niveau de la CIMA, c'est vrai qu'il a connu déjà une première modification suite à l'impact de ce que cette provision de gestion avait sur les différentes compagnies d'assurance. Donc là, on va passer en fait à la non-compensation à partir des comptes du 31 décembre 2023. Donc, mon contrôleur de la direction des assurances, donc quand je l'entends parler, ça laisse entrevoir de l'espoir de notre côté que par exemple, la compensation puisse continuer à se faire. Donc voilà, moi, je pense que oui, il faut constituer cette provision de gestion-là. Mais après, quelle est la meilleure manière de la constituer sans pour autant que ça mette à mal, en fait, les différentes compagnies d'assurance donc, entre les acteurs du marché, donc toutes les compagnies d'assurance qui ont des associations, donc dans chaque pays, on a également la FANAF, donc FANAF plus association des compagnies d'assurance plus CIMA. Je sais qu'on va s'entendre et s'asseoir et travailler en bonne intelligence pour pouvoir faire en sorte de mettre en place un règlement qui va permettre aux compagnies de constituer les provisions de gestion, mais de la façon la plus optimale possible. Merci. Merci à tous. Nous n'avons pas la prétention d'avoir fait le tour de tous les éléments sur ce sujet, mais je crois quand même qu'avec la présence du régulateur, des professionnels même de l'assurance et notamment également de l'expérience du Maroc comme de l'expérience de la France, nous avons pu quand même examiner la problématique aussi bien sur la zone CIMA comme sur les autres zones. Et je voudrais donc remercier tous les intervenants pour ces moments que nous venons de partager, remercier également tous les participants, remercier Samuel de l'Institut des actuaires qui nous donne ce cadre pour échanger sur ces thèmes d'actualité. Merci à chacun de vous, merci à Landry, merci à Frise, merci à Sénabou, Claude, Imad, Dewele. Et on va se dire donc à bientôt. Merci. Merci à tous. Et à bientôt. Au revoir. Bientôt. Bientôt. Ouais. OK, merci, à bientôt. Ouais.